Présentez-vous afin que les téléspectateurs sachent avec qui nous avons affaire. En tout cas, moi, c'est ingénieur Olivier Bakatouamba. Je suis le coordonnateur national de la majorité populaire acquise au président de la République, qui est une synergie de plusieurs organisations, de forces vives et politiques. D'accord. Et cette structure, elle est nationale, elle existe depuis longtemps. Donc... Ok, la structure a vu les jours de la consultation du chef de l'État. Quand le chef de l'État a demandé qu'il doit consulter des gens les plus représentatifs. Nous, dans nos ACBL fondations, on s'est dit, on ne peut pas aller individuellement. Mettons-nous ensemble, formons une synergie et choisissons les gens qui peuvent aller dans la consultation. C'était ça d'abord le début. Ok, vous avez à peu près combien de membres, organisations, pour qu'on se donne une idée? Oui, à Kinshasa, il y a plus de 45 organisations membres, mais partout, sur le plan national, il y a plus de 85 organisations, dont les membres aussi de la société civile du Nord Kivu, là où je viens récemment de lancer un projet. D'accord. Nous avons aussi ici le président de la société civile du Nord Kivu, c'est ça? Non, de Oicha. De Oicha, alors. Si vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs. Oui, je suis Isaac Kavalami. Je suis le président de la société civile de Oicha. Oicha qui est le chef-lieu du territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. D'accord. Alors, question directe. Nous n'allons pas passer par 4 chemins. Comment se fait-il qu'une province aussi riche que la vôtre, il y a toutes sortes de minéraux, il y a des paysages fantastiques. On peut développer toutes sortes d'économies, l'économie minière bien sûr, mais l'économie touristique, et même l'économie agricole, l'agroforesterie, parce que le pays est tellement, la terre est tellement fertile, tellement riche. Mais les gens commencent à mourir de faim là-bas, il y a beaucoup de chômage. Est-ce que c'est parce que les jeunes de là-bas sont paresseux, ils ne veulent pas travailler ou bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien bon, merci pour cette question. Vous avez bien dit que la province du Nord Kivu, elle est vraiment riche, c'est juste. Mais je vais porter à votre attention et vous dire que la province du Nord Kivu a subi beaucoup de secousses de guerre. Oui, c'est une province qui regorge plus des opportunités, mais nous avons pensé dans plusieurs décennies, même plus de 3 décennies, dans la guerre. Pour dire les jeunes gens que vous voyez dans cette province, les jeunes gens que vous voyez dans la zone de Beni, dans la province de Nord Kivu, ce sont des jeunes qui ont eu beaucoup de secousses. Ils n'ont pas été stables pendant qu'ils grandissaient. Et vous comprenez que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, le sang est en train de couler dans notre province. Pour dire, il y a des opportunités, c'est une province riche, mais il y a aussi la guerre qui nous empêche de ne pas profiter de cette richesse qui est dans notre province. Pour dire, nous n'avons pas accès à nos champs, nous n'avons pas accès à nos ressources, et le peu des choses que nous étions en train de faire, se piller, se détruire, le véhicule qui nous aidait à transporter le peu des récoltes que nous avions sont brûlés. Vous avez des images et vous suivez bien ce qui se passe dans cette province. Je vous assure que c'est l'insécurité qui amène à ce que vous puissiez constater que nous ne sommes pas en train de bien jouir des richesses de notre province. Oui, président Cordon. Ok. La même question. Oui. Vraiment, c'est presque ce que mon confrère de la société civile vient de dire. Alors, nous vivons ici à Kinshasa. Mais on s'est dit, on s'est posé des questions. Jusqu'à combien de litres de sang qu'il faut que nous... Combien de litres de sang ou de mètres cubes de sang il faudrait-il que le peuple congolais puisse verser pour que la paix revienne à l'est du pays? C'est la question qu'on s'est posée. C'est la question que la majorité populaire acquise au président de la République se pose. On a vu que le problème de la paix, c'est d'abord un problème qui touche tout le monde. C'est un problème où on ne peut pas constater l'opposition et la majorité. C'est un problème des Congolais. Mais nous avons lu nos dirigeants, nos leaders. Vous verrez qu'ils sont divisés pour la paix. Il y a d'autres qui attaquent même leurs propres militaires, bien sûr, qui sont infiltrés. Mais en tant que patriotes, cherchons des solutions constructives, des solutions qui amènent vers la paix, et non de s'attaquer à des individus.
car les problèmes datent des 3 décennies. C'est comme ça que nous, la majorité populaire acquise au président de la République, qui regorge ce que nous appelons la 4e génération politique de la RD Congo, les gens qui sont basés sur le patriotisme, nous avons proposé un projet dénommé Onesha Adoui Tupate Ama. Ok, bon, nous allons revenir sur le projet là, mais quand même, le chef de l'État a instauré l'état d'urgence. Hein? L'état des sièges. L'état des sièges. Alors, l'état des sièges porte-t-il ses fruits? Ça, c'est la première question. Il y a une sous-question. Malgré l'insécurité, vous venez de dire que vous ne pouvez pas, vos populations ne savent pas accéder aux champs, vous ne savez pas accéder à vos richesses. Mais tous les jours, on voit des conteneurs de café, de cacao sortir vers l'Ouganda, même des kilos d'or vers l'Ouganda. Mais alors, comment se fait-il que certains arrivent à vivre de ces ressources, à exploiter ces ressources et pas d'autres? Oui, c'est une question capitale. Je vais vous dire peut-être ce que vous voyez, c'est les 1/3 de ce que vous deviez voir. Vous avez dit, vous voyez des conteneurs, mais je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Et vous dire que peut-être c'est la moitié ou bien les 1/3 de ce que vous deviez voir. Monsieur le journaliste, je vais vous dire que la guerre de chez nous à l'Est, et particulièrement la province du Nord Kivu, et particulièrement encore le territoire de Beni, c'est une guerre qui venait de dater et elle est problématique. Pour dire, vous y arrivez, vous pensez que les gens sont en train de vivre, mais ce sont des gens qui sont traumatisés. Je vous donne l'exemple. Vous êtes dans votre parcelle, bien avec votre femme et les enfants, vous suivez et payez quelque chose à la télé ou bien vous mangez ensemble avec la famille. Subtilement, les hommes arrivent avec des armes et ils commencent à tuer votre père, tuer votre mère, tuer votre fille, tuer votre femme, devant comme ça tout le monde. Tu vois les sentiments que ces gens qui sont à Beni ont à ce moment ici. Chaque jour, nous enterrons les gens. Voici une semaine, 2 semaines ici, où vers le côté ouest de Oicha, on vient de tuer 54 personnes dans moins de 2 semaines. 54 personnes que nous avons enterrées. Pour dire, cette situation ne nous permet pas d'accéder à nos richesses. Et la jeunesse qui est à Beni, pour le moment, c'est une jeunesse traumatisée. Comprenez, ils avaient des accès à leurs champs. Ils faisaient des petits commerces dans les villages qui sont maintenant insécurisés. Ils faisaient aussi des mines, cherchaient peu de minerais dans les villages qui étaient un peu sécurisés. Mais à l'heure où je vous parle, la majorité de cette jeunesse n'accède plus à leurs champs. Ils sont dans la rue, ils sont manipulés par n'importe qui. Et c'est comme ça que les degrés de complicité avec ces ennemis qui sont à Beni est à haut niveau. Et que nous sommes en train de diriger à 3 parties. Vous allez voir qu'il y a la complicité au niveau de la population, il y a la complicité au niveau de l'armée, il y a la complicité au niveau aussi des hommes politiques. Et si nous n'arrivons pas à mettre ensemble nos idées et chercher les solutions, les voies et moyens pour quitter dans ce qui se passe à Beni, à l'Est, je vous assure, même chez vous ici à Kinshasa, vous vous réveillerez un jour quand ce qui se passe là-bas serait déjà ici. Pour dire, nous sommes obligés de faire tout pour chercher une solution à ce qui se passe à Beni. Je félicite le Cordon car il dit une génération, une 4e génération de patriotes, de personnes qui sont capables, prêtes à dénoncer ce qui est en train de se passer dans notre zone. C'est vraiment avec chagrin que je suis en train de vous retracer ce que moi personnellement je vis et ce que je vois avec mes propres yeux, état aussi particulièrement rescapé entre les mains de ces gens-là, les djihadistes, des ADF qui sont en train de déranger le territoire de Beni et la zone Est, parce qu'ils ont même traversé jusqu'à l'Ituri et faire des dégâts. Pardon. Mais Cordon, vous pouvez rebondir un peu sur l'état des sièges. L'état des sièges n'est pas instauré par le chef de l'État. Il n'a pas porté de fruits. Qu'est-ce qu'il faudrait pour le rendre plus coercitif, plus efficace? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous venons de là, nous avons constaté. On était ici à Kinshasa, nous avons loué l'acte posé par le président de la République. Ce qui est même prévu dans la Constitution. Il ne devait pas faire autre que ce qui est prévu dans la Constitution. C'est de donner de l'administration à nos forces armées. Ça, c'est de 1. Et quand il a décrété l'état de siège sur place, la population a aimé cela. Mais parce que le problème qui est là-bas, ça s'est raciné dans la population, dans l'armée et en politique.
Ça veut dire que la complicité, comme mon frère vient de dire, est partout. Allez-y comprendre que pendant l'état de siège, je prends l'exemple de Lubero. Je prends juste l'exemple du territoire de Lubero. L'administrateur militaire Dona, quand il est arrivé là-bas, il a fallu 2 mois seulement, pour que plus de 4000 combattants Maï déposent des armes. Et j'en ai vu quelques généraux quand j'étais là, il y a quelques semaines passées. Plus de 4000. Dans l'espoir que nous attendons le programme de DDRCS pour effectivement intégrer la vie civile. Là, c'est un succès. J'ai sillonné en Kanyabayonga jusqu'à Kirumba, Lubero et partout là. Je causais avec la société civile. Nous avons tenu la manifestation, le lancement de la campagne qui était allée lancer. J'ai récolté des informations. La population était tellement contente de l'état de siège. Ça, c'est de 1. Je prends d'autres territoires, c'est le territoire de Béni, où il y a eu tellement de problèmes que vous trouverez la complicité dans l'armée. La complicité parmi même la population et le grand commerçant qui construit leurs immeubles avec le sang des peuples de Béni. Et vous trouverez la complicité parmi les étrangers, les ADF là. Alors, avec ça, le chef de l'État lui-même ne peut pas faire quelque chose. Parce que vous verrez que l'ADF a des tenues militaires, des FARDC. Et quand la population se réfugie vers eux, il les égorge. Il les tue. Est-ce que c'est le chef de l'État qui est allé donner les tenues militaires là-bas? Ça, c'est le 1. Ces gens-là, pour se déplacer, nous avons pu identifier, en fait, les informations que nous avons récoltées, c'est avec la complicité des services de sécurité. Ils se déplacent en tenue de FARDC, ils arrivent quelque part, ils deviennent les ADF. Ils viennent même jusque dans la ville, dans les cités, dans les communes. Il y a des ADF sauvages, il y a des ADF qui vivent avec les gens. Il y a des ADF même dans l'armée. Des ADF commerçants. Et les ADF sauvages, c'est eux qui partent à l'acte pour égorger, pour faire autre chose. Les ADF là qui collaborent avec la population, c'est eux qui sont là, qui sont dans l'armée, pour prendre les tenues de la FARDC et donner à ces rebelles. Maintenant, une guerre pareille, comment le chef de l'État peut l'en finir à lui seul? C'est la raison pour laquelle nous, la majorité populaire acquise au président de la République, composée de la jeunesse de la 4e génération. Non, ça, quand je vais te poser la question sur les solutions au Mango, Ok. Encore là, on fait d'abord l'état des lieux. Alors, pour en chuter sur l'état des lieux, vous verrez que je prends l'exemple du colonel Laté militaire de Béni. Il y a une situation quand il est arrivé, les habitants de Béni territoire bien sûr, l'ont signalé qu'il y a des ADF quelque part. Il a intervenu, je pense que le président de la société civile doit bien détailler là-dessus. Il a intervenu pendant l'affrontement. Il doit se rendre compte que ce n'était même pas les ADF, c'était l'armée congolaise. Mais comment l'armée congolaise peut aller massacrer le peuple congolais tout en disant que c'était les ADF? Vous voyez la confusion. Et la population n'a plus confiance à l'armée. Pourquoi? Parce que les ADF sont revertis en tenue militaire. Ce qu'ils ont tenté de commettre, les gens pensent que c'est l'armée, or que ce sont des ADF. Qui les donne les tenues? C'est le président Tshisekedi. Alors, je pense que je viendrai dans la solution. Dans la solution, c'est quoi? Les administrateurs militaires, dont je vous ai donné les cas ici des colonels Dona et autres, dans peu de mois, ils ont déjà apporté quelque chose. Maintenant, parce que la complicité est profonde, que cela est tenté maintenant de prendre place aux gens même qu'on a envoyés là-bas. On cherche à les corrompre pour qu'ils soient du côté ADF, pour qu'ils collaborent avec eux. Mais il y a des patriotes qui ont refusé. Pourquoi? Parce que quand ils cherchent à intervenir, il n'a pas le pouvoir d'intervenir. Parce qu'il est administratif. Il n'a pas le pouvoir d'intervenir. Il doit appeler celui qui gère maintenant les opérations. Et de celui qui gère les opérations doit attendre un mot d'ordre. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est ce que nous avons palpé. Alors, si au moins le chef d'État peut adapter une brigade spéciale, gérée par les administrateurs militaires qui les représentent directement, vous verrez que je peux vous donner 2 mois. 2 mois seulement. On ne parlerait plus de ça. Moi, j'interviens parce que M. Jacques a parlé à maintes reprises, comme Olivier, ils ont parlé à maintes reprises sur les administrateurs et sur la population. La population a été toujours basée sur un territoire. Je reviens sur la politique territoriale. Comment vous comptez trouver une solution à l'état de siège
pétine, mais qui doit trouver des solutions, sans passer par l'administration territoriale. Les nantis, parce que chaque territoire a un chef coutumier, chaque territoire a un chef de groupement, et dans chaque territoire, il y a aussi des chefs de secteur. Comment comptez-vous si ces gens-là qui détiennent le pouvoir coutumier, sur lesquels le pouvoir public peut agir, ne sont pas concernés? Et donc, cette question est trop capitale. Vous parlez de Nati, les chefs coutumiers et la population. Je vais d'abord aborder dans l'essence de l'état de siège, comme notre frère Francis a aussi abordé, la population locale. Quand nous avons reçu la déclaration de l'état de siège, je vous assure, c'était un soulagement pour notre population. Et nous, selon le dire, c'était dit que tous ceux qui étaient en train de gouverner dans le passé, devaient être changés par les autorités militaires ou policières. La population a été préparée pour ça. Et nous avons vu la population elle-même qui a accueilli ces autorités de l'état de siège en espérant que bientôt notre malaise sera dispersé. Pour dire, vous parlez de l'administration. Quand ils ont installé l'état de siège, c'est à eux de voir comment nous allons descendre, comment nous allons continuer à installer les nouvelles personnes qui vont prendre les décisions ou bien le relève des anciennes personnes ou chefs coutumiers qui étaient en fonction avant que l'état de siège s'installe. Ce que vous dites est trop capital. Parce que moi-même, je peux poser cette question. Dans une entité où il y a des chefs coutumiers, la guerre fait beaucoup de temps, il ne faut pas de réunions, il ne se mettre pas pour discuter comment nous pouvons trouver ensemble des solutions à ces problèmes. Qu'est-ce qui cloche? Ce n'est pas à nous, de la société civile, de les appeler et de commencer à parler avec eux. Ça, c'est le travail de l'État congolais. L'État congolais, avec son administration publique, qui peut appeler nommément les personnes. Toi, tu gères Kainama. Toi, tu gères Watalinga. Toi, tu gères Wenzori, Bachou. Ça, c'est dans le territoire de Beni. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez apprendre? Et c'est ça la sensibilisation que nous attendons. Ce sont de telles décisions que nous sommes en train d'attendre au président de la République. Interpeller, parler à tout et chacun avec conscience. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Je vous assure, nous pouvons trouver une solution. Parce que nous sommes en train de constater que la majorité de la population et même les dirigeants sur place se soucient moins. Bon, ils sont fatigués, je peux le dire. Peut-être tous les jours en train de voir les sacs qui coulent, vous pouvez être troublés. Mais je pense qu'il faut entrer à profondeur. On ne trouvera jamais solution à ce problème de Beni tant qu'on n'a pas encore cherché les racines. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment cette affaire avait commencé? Comment ils se sont installés? Ils ont été appuyés par qui? Ça, maintenant, il faut que les projets comme ce que notre Cordo est en train de vouloir mettre en place, on est chez Adoui, Tupate, Amani, c'est ce projet à financer, où on va aller jusqu'à là, à la base, voir même la maman qui est au chat, la sensibiliser, comment nous pouvons connaître le mode opératoire, le ravitaillement, quoi qui collabore pour dénicher les problèmes de chez nous. Et je pense que tous nous sommes concernés pour chercher les voies et moyens et pour impliquer tout le monde, même les chefs coutumiers, même la population, même les hommes politiques, même, je vais dire, l'armée, pour chercher la solution de Beni. Je voulais aussi rebondir à votre question. Avant de venir ici, de rentrer, parce que j'étais dans le Nord Kivu pour lancer le projet Oneshadou Tupatamani. Dans la sensibilisation, on a dit que l'ennemi est partout. L'ennemi est dans la population. L'ennemi est dans les services de sécurité. Et l'ennemi est en politique. Ce qui forme triangle de responsabilité. Donc, si l'un des triangles, des points de triangle de responsabilité ne joue pas son rôle, la paix que nous cherchons ici, nous ne l'en aurons pas. Si nous laissons la politique elle seule de tout faire pour avoir la paix durable, nous ne l'en aurons pas. Si la population ne s'implique pas, quand je parle de la population, je vois et les chefs coutumiers, et la population, et les commerçants, s'ils ne s'impliquent pas pour cette paix que nous cherchons à l'est du pays, on n'aura pas la paix. Si aussi les services de sécurité ne s'impliquent pas, quand je parle de s'impliquer, c'est de surveiller mutuellement, parce que la complicité est à l'interne. S'ils ne s'impliquent pas à dénicher ceux qui collaborent avec l'ennemi, on n'aura pas l'aspect.
Alors, je voulais dire quoi? Pour ce qui concerne la population, parce que moi-même, je les ai sensibilisés, j'étais avec plusieurs chefs coutumiers du Nord Kivu, dont l'oracle qu'on appelle l'intronisateur des chefs coutumiers. La question que vous venez de poser, cette question, elle est très capitale. Instrumentalisée par la politique de Kinshasa, où on a pris celui qui ne mérite pas d'être un chef coutumier, on l'a installé. Pour des besoins de cause, pour leurs fins politiques. Et c'est ça qui a fragilisé le pouvoir coutumier de l'espace Kivu. Si nous pouvons prendre l'exemple de Kamwena Sap, ce qui vient de passer récemment. Vous avez vu le pouvoir coutumier Kamwena Sap se battre avec l'armée, rien qu'avec des mystiques. Bien sûr, les autres ont utilisé l'armée, les armes. Mais avec des mystiques, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Est-ce que vous pensez qu'à l'est du pays, les Mwami qui sont là-bas ne peuvent pas le faire contre les envahisseurs qui sont venus nous envahir? Parce que c'est quelque chose qui a été préparé. Avec l'appui politique, on a commencé à usurper le pouvoir coutumier. À prendre les faux coutumiers et les installer. Et c'est ça que vous verrez que le pouvoir coutumier n'agit pas. Et tous les coutumiers, la majorité, ils m'ont accompagné jusqu'à Beni, à Goma, pour voir les gouverneurs militaires, que j'en félicite d'abord. Parce qu'il a écouté le projet, il m'a aidé aussi. Dans la sécurité, l'accompagnement sécuritaire, partout où je suis passé, je l'en félicite. Alors les coutumiers ont fait, ils m'ont donné une procuration pour venir voir, demander l'audience au chef de l'État. À toutes les institutions, le président des institutions. Pourquoi? Parce qu'ils ont une proposition à faire aux autorités. Et une fois que cette proposition est prise en compte, ils peuvent vous donner un mois, demandant à notre armée de poser les armes. Vous verrez vous-même comment le mystique coutumier doit faire le travail dans l'est du pays. Donc, en résumé, nous voulons dire que le Mwami qui m'a donné mandat, l'intronisateur des il m'a donné mandat. Oui, son nom, j'ai oublié son nom, mais je dois vous donner la procuration où il y a sa signature. C'est passé même sur l'RTNC. Ils ont passé dans le journal des langues plusieurs fois sur l'RTNC avant que je quitte Goma. Alors, j'ai déjà transmis la lettre de demande d'audience à toutes les institutions. Nous attendons qu'ils nous fixent pour que le Mwami puisse venir avec un groupe de coutumiers pour apporter des propositions. Parce que quand nous cherchons la solution, on ne peut pas minimiser une petite solution, petite soit-il, de nos chefs coutumiers. Écoutez-les. Écoutez-les, qu'ils se mettent ensemble pour aider les chefs de l'État. Parce que je peux dire que les chefs de l'État ne peuvent pas seulement se baser sur l'armée. Parce que l'armée elle-même, elle est infiltrée. Elle est infiltrée au moment opportun. La population, avec les projets Onetchadout, Patamagne, vous montrera les colonels, les généraux qui sont infiltrés, qui collaborent avec les ADEF. Bon, nous voyons que c'est une guerre asymétrique, atypique, où l'ennemi n'est pas connu. C'est comme une guérilla. C'est vu ici et puis on se cache, on se fraude à la population. Alors, nous sommes satisfaits de l'implication des chefs coutumiers, du pouvoir ancestral. J'espère que cette démarche va aboutir parce qu'on ne peut pas travailler sans eux. Mais quelles sont les solutions concrètes pour mettre fin à cette guerre permanente, à ces tueries, à ces massacres? Que doit-on faire pour trouver une solution durable? Pas de courte durée, il y a parfois des cessez-le-feu, mais ça reprend encore. Parce que nous nous rappelons que quand le chef de l'État avait pris l'initiative de collaborer avec l'armée ougandaise, on a vu des résultats. Il y a eu des résultats qu'on ne peut pas nier. Mais à un moment donné, on a vu que l'armée ougandaise a reculé, on ne sait pas pourquoi, alors que les résultats commençaient à être visibles. Mais comment on va faire avec nos voisins? Notre voisin est venu à l'Ouganda, nos chefs coutumiers, donc le pouvoir ancestral, et la population elle-même. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour mettre fin à ces tueries, à ces massacres, pour que ce soir on commence à parler de cet état-là au passé? Ok, je préférerais que le président commence et je dois enchaîner. Merci bien pour la question où nous sommes appelés à donner quelques propositions et je sais que le coordonnateur Olivier va aussi compléter. Vous comprenez bien ce que le cordon venait de dire. Comme proposition, la première chose que je vais proposer à toutes les autorités du pays, c'est de prendre en considération les alertes et les dénonciations données par la population locale. Pourquoi je dis ça? On ne peut pas finir une guerre
il a bien dit, avec l'arme, a fait seul. Si on n'est pas en collaboration avec la population et si on ne communique pas de manière honnête avec cette dernière, ce qui se passe à Béni est qu'il y a des moments où la population dénonce. Il donne des informations aux responsables. Mais je vous assure, il donne même des lieux fixes. L'ennemi serait telle part. Il est en train de vouloir passer pour telle part. Parce qu'il y a des chasseurs qui chassent des gibiers. Ils peuvent venir avec des informations. Mais vous verrez de l'enterre dans les services de sécurité. Et à fait, on va se réveiller qu'à 20, 40, 50 personnes sont tuées. Et je vous assure, cette négligence au sein de notre service de sécurité est en train d'amener les opérations à l'échec. Pour une première proposition, prendre en considération les alertes et les dénonciations de la population. Deuxième proposition, il y a des administrateurs, comme il venait de dire. Dans l'armée normale, il y a des armées, il y a des troupes qui sont là pour attaquer, il y a aussi des troupes de réserve. Mais chez nous, à Béni, ce n'est pas le cas. Les troupes sont seulement là pour attaquer. Et ils viennent de durer. Il y a déjà des troupes qui ont fait 10 ans, qui ont fait 5 ans, 8 ans, 15 ans. Ils ne sont pas remplacés. Comment quelqu'un peut faire la guerre pendant 10 ans, même si c'est un commandant, et il n'est pas remplacé? La deuxième proposition, c'est d'amener ces troupes qui ont combattu pendant beaucoup de temps au repos. Si on peut les amener à l'ouest, ça peut nous aider, qu'ils se reposent quand même, parce qu'ils sont en train de voir le sang chaque jour en train de couler. Ça, c'est la deuxième proposition. Amener les troupes qui ont combattu pendant beaucoup de temps au repos. Et dans cette même optique, donner un groupe spécial aux administrateurs. Parce que les administrateurs militaires qui sont sur place n'ont pas le poids sur le secteur opérationnel. Qu'on les dote de troupes spéciales et que ces troupes spéciales soient aussi bien dotées de matériel, de la nourriture. Moi, je peux vous faire qu'il arrive que nos soldats de rang fassent même 2 mois sans nourriture. Ça prime. Ça, c'est à l'Est. Ça se passe. Et un militaire qui va commencer à commander comme quelqu'un qui n'a pas vraiment un responsable politique. Moi, je vous en sais que ce qui se passe à Béni, c'est du jamais vu, si je peux le dire. Que le gouvernement aussi restaure, dote ces militaires des rats, des aliments, de la nourriture, des moyens, et aussi d'identifier les infiltrés, comme il a dit, et les amener ailleurs. S'il faut les emprisonner, on les emprisonne. S'il faut les miter, on les mite. Troisième proposition, que le gouvernement enseigne, on peut assainir le système juridique, pour dire l'auditorat militaire, pour dire les avocats, les gens qui ont beaucoup travaillé dans ces systèmes, qu'on change tout ce monde-là, qu'on amène de nouvelles personnes qui peuvent prendre les relèves. Et je pense que le cordon peut aussi ajouter d'autres propositions, car je serai en train de résumer aussi peut-être la dernière proposition que je peux donner. Oui, Cordon. Ok, c'est presque ce que... Effectivement, effectivement. Vous voyez, quand la guerre elle est asymétrique, il y a d'autres propositions qu'il faut adapter. Pas des propositions habituelles. Je vous donne l'exemple avant d'aller dans la proposition. Je prends l'exemple de l'Afghanistan. L'Afghanistan a une milice qui porte le nom d'un tribu, taliban, milice talibanaise. Le gouvernement ou la politique ou les institutions afghanes, ils ont fait des lobbying que l'OTAN est venu s'installer. À l'occurrence, l'armée la plus redoutable du monde, l'armée américaine. Vous êtes des journalistes. Combien d'années l'armée américaine a passé sur le territoire afghan? Est-ce que l'armée américaine a neutralisé totalement la milice talibanaise? La question est non. Et pourquoi? C'est parce que la milice talibanaise collaborait avec le peuple talibanais. Vous voyez, l'armée était devant un dilemme où il ne savait pas bien identifier qui est milice et qui est peuple, qui est population. Et quand l'armée américaine a fermé ses bagages, il ferme à 10 heures. Déjà à 11 heures, les Talibanais ont pris le pouvoir, le contrôle du pays. C'est ça le message que j'ai eu à dire au peuple des Lubero, au peuple de Béni. Instrumentalisés par les politiciens, ils sont même dans l'union sacrée. Les députés qui sont dans l'union sacrée, qui envoient l'argent à des groupes des individus pour que l'état de siège soit levé. Allez-y comprendre.
Ils sont là avec les chefs de l'État. Ils disent à la population que l'état de siège n'a pas réussi. L'état de siège, c'est pour juste empêcher que vos leaders dirigent la province. L'état de siège, c'est pour que Tshisekedi vole des choses. C'est des histoires que nous avons palpées là-bas. Il est là, le président de la société civile. Chez eux, on a mobilisé plus de 1500 personnes dans une salle. Et je parlais, j'ai écouté ce que la population m'a dit. Si l'armée américaine n'a pas pu vaincre une milice, l'armée bien équipée, n'a pas pu vaincre une milice en Afghanistan, je ne voyais pas comment l'armée congolaise, à lui seul, sans collaboration avec la population, peut vaincre ce qui se passe à l'est du pays. C'est pour vous ramener que la première condition, c'est une étroite collaboration avec la population. Si le président ignore le projet que nous avons initié, nous avons saisi toutes les institutions. Par manque de financement, nous-mêmes là, nous avons contribué pour aller lancer ce projet à l'est du pays. Nous avons sillonné des zones rouges avec nos propres moyens. C'est ça être un patriote. Et nous venons avec des informations sûres sur la collaboration dans les services de sécurité, si la collaboration parmi les commerçants et parmi les politiques qui sont ici à Kinshasa, qui envoient l'argent pour combattre l'état de siège. Maintenant, la question que je me pose, si réellement ces gens-là sont patriotes, nos opposants, les gens qui sont en majorité, comment ils peuvent combattre l'état de siège sans proposer une solution? Nous, la solution que nous proposons, c'est d'abord une étroite collaboration avec la population, avec l'armée, avec les institutions. Nous formons un triangle de responsabilités. Et avec le triangle de responsabilités, nous pouvons remédier ce que l'Afghanistan n'a pas pu faire. Parce que la guerre, elle est asymétrique. Si nous élaborons une bonne collaboration entre les institutions du pays, entre la population, entre les services de sécurité, vous verrez que la population peut même commencer à vous donner des vidéos en flagrance de nos généraux, de nos colonels qui collaborent avec ces gens-là, de nos commerçants, des politiques qui envoient l'argent chaque jour pour que ces gens-là se rebellent contre l'état de siège. Pourquoi? Parce qu'ils construisent des immeubles avec le son des peuples du Isha, des peuples des Lubero, des peuples des Béni. Ils sont ici. Ils vous disent que nous sommes avec les chefs de l'État. Mais là-bas, ils envoient l'argent la nuit pour que ces gens-là se rebellent contre l'armée. Comment nous pouvons avoir la paix? Ça, c'est la première proposition. Que le projet, c'est que nous avons lancé des jeunes patriotes de ce pays, que les chefs de l'État puissent s'en procurer. Parce que le projet ici a déjà des solutions. Que nous avons déjà transmis à son gouvernement pour jeter un coup d'œil. Oui, redéfinissez-nous le projet en question. Bon, le projet Oneshadou Itupate Amani. En lingala, la kisa munguna tozo kimia. En français, dénoncer l'ennemi pour que nous ayons la paix. J'ai dit que l'ennemi est partout. L'ennemi est parmi les chefs coutumiers. Il y a des chefs coutumiers, des usurpateurs, qui sont là que les collaborateurs des ADF, qui collaborent avec les ADF. Alors là où lui, il gère, cette entité qu'il gère, le pouvoir coutumier ne peut pas agir, parce qu'il a usurpé le pouvoir coutumier, des ancêtres. Et voici pourquoi les ADF dominent là-bas, égorgent et tuent. Ça, c'est la population. Il y a des commerçants qui font leurs activités avec l'argent des ADF. Il y a ceux qui sont chargés pour vendre des bois à l'extérieur du pays. Les bois exploités par les ADF. Il y a ceux qui sont chargés pour arracher les cacao de nos peuples innocents, massacrer même. Ils sèment, mais c'est eux qui vont récolter pour aller vendre à l'extérieur. Mais ces gens-là sont tracés, c'est connu par la population. Il y a les militaires qui sont là à l'est du pays, qui ont fait 20 ans, 10 ans, qui ont déjà même été à la barre avec les gens qui ont dénoncé, qui ont dit que l'ADF nous a donné 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $. Et c'est ce monsieur ici qui nous a conduits là-bas. Mais ils sont en liberté, en train de prester. Mais celui qui vient, je prends l'exemple du colonel Dona, j'ai sillonné tout le bureau. Vous ne trouverez pas sur 10% et sur 100%, 20% des présidents de la société civile qui disent que le monsieur n'a pas bien travaillé. C'est le monsieur qui a bien travaillé. Très très bien travaillé, mais aujourd'hui on l'a suspendu. Vous savez pourquoi? Cherchez à connaître. Qu'il soit à la base. Et moi j'ai des vidéos de la population, des présidents de la société civile qui ont dit au chef de l'État on vous en bandit. Donc pour nous, nous comprenons que le gouvernement, l'État congolais n'a pas la chance. Il est complice de la guerre. C'est ce que la population de Lubero est en train de dire. Mais les gens qui ont fait 20 ans, qui ont tenté de collaborer, déjà jugés, il y a des preuves. Vous les laissez pourquoi? Vous comprenez, papa? Ça, je vous montre la complicité. Comment à l'armée, on laisse ces gens-là, on n'enlève que ceux qui travaillent pour les chefs de l'État. J'ai des vidéos que je dois vous donner. De la société civile en commençant par Graben.
jusqu'à Kirumba, jusqu'à Kanyabayonga, jusqu'à Lubero, de la société civile qui disent que les chefs de l'État, vous avez mal agi, on vous a menti. Le monsieur là ne méritait pas de quitter. Et aujourd'hui, il y a des maïmaï qui disent, j'ai déjà leurs audios, on nous a envoyé des audios, qui disent, ah, on avait l'espoir que les chefs de l'État nous ont envoyé. Et M. Surier, qui collaborait avec nous, qui venait lui-même collaborer avec nous en nous disant, attendez, le programme DDR doit venir. Mais aujourd'hui qu'on l'a enlevé, tout en disant qu'il est en train de tracasser la population. Mais la population est représentée par les leaders de la société civile qui sont. Mais comment quelqu'un de la service de sécurité peut vous dire qu'il tracasse la population aussi longtemps que la population, représentée par la société civile, disent que c'est non, ce n'est pas ça. C'est ça la complicité. Cherchez rien que ça, vous verrez pourquoi. Il y a des dossiers où les gens passaient dans des tonneaux, il faut que je vous le dise, dans les tonneaux des citernes de 5000 litres. Il y a des gens non identifiés à l'intérieur. Destination Béni, passant par Lubéo. Et l'administrateur a commencé à intercéder ces gens-là. On a commencé à les arrêter. C'est là où la population a su que les bus qui passent ici passent avec les gens dans les tonneaux. Vous comprenez, papa? Et les gens là, ce sont des tribus connues. Et c'est ça qui a motivé. C'est ce qui a motivé selon la population. Moi, je parle ici au nom de la société civile. Ils nous ont dit qu'on n'est pas à Kinshasa. Parlez à notre place. Et j'ai leurs vidéos. Je résume ce qu'ils m'ont envoyé en vidéo. C'est ça que je suis en train de dire au chef de l'État. Cherchez à connaître vrai mobile qu'on a fait pour enlever le colonel Dona. Vous comprendrez qu'il y a la complicité. Complicité, racinée dans les services de sécurité. Donc, deuxième proposition, il faut réformer l'armée. Parce que la complicité a été à un niveau, je ne sais pas comment définir. Nous, en tant que peuple, votre peuple, nous sommes là pour sensibiliser la population. Il faut écouter les chefs coutumiers. J'ai leurs lettres que j'ai déjà déposées à toutes les institutions. Sénat, Assemblée, gouvernement, donc Premier ministre et le Président de la République. Et la procuration qu'ils m'ont demandé, de demander l'audience. Ils ont signé là-bas. Que les chefs de l'État les écoutent pour que le pouvoir coutumier soit restauré. Qu'on chasse les usurpateurs qui sont venus des pays voisins pour usurper le pouvoir coutumier et l'affaiblir. Et troisième proposition, c'est donner aux administrateurs militaires qui ont apporté l'espoir à la population du Nord Kivu une brigade spéciale. Ça veut dire que cette brigade est chargée de sécuriser des zones urbaines, comme des communes ruraux, comme des cités, comme des villages. Et les opérations restent dans la forêt. Vous verrez vous-même que peut-être pour les tueries, ça sera dans les forêts, ça ne sera pas dans les zones urbaines. Pourquoi? Parce qu'il y aura des brigades spéciales, dirigées, commandées par les administrateurs militaires, qui sont des colonels de leur rang, bien formés. Vous verrez vous-même qu'un mois c'est trop. Un mois c'est trop. Il n'y aura pas de morts dans des cités. Pourquoi? Parce qu'il sera lui-même responsable de la sécurité de la population dans des zones urbaines, l'administrateur militaire. Il laisse des forêts aux mains des opérations. Vous verrez vous-même la solution. Donc que les chefs d'État mettent en place une unité spéciale gérée par les administrateurs militaires, qu'il fait rapport au gouverneur militaire qui représente les chefs de l'État et lui directement au chef de l'État, qu'il gère même lui-même ça. Vous verrez vous-même la solution. Parce que l'armée est infiltrée, tellement infiltrée. Vous pouvez croire que celui qu'on vient d'arrêter, le Kenya qu'on vient d'arrêter, la vidéo qui circule, quand il était en train d'égorger les gens, il était en quelle tenue? Des ADF? Les ADF n'ont pas de tenue. Les tenues des ADF, c'est la FARDC. Mais qui les donne ces tenues? Pourquoi vous minimisez tout ce que ces gens-là dénoncent? C'est là où la population est dépravée. Que la population, ils pensent que non, la politique connaît ce qu'il est en train de faire pour nous massacrer. C'est comme ça que je me suis posé la question, en tant qu'un jeune patriote de ce pays. Quoi faire? Quoi faire pour apporter la paix en tant que peuple? C'est comme ça qu'on a initié le projet. On est Chadoui Tupati Amani. Et la dénonciation que nous avons proposée, c'est la dénonciation anonyme. Pourquoi? Parce que si lui dénonce aujourd'hui que de ces messieurs, colonel tel, Sylvain, par exemple, qui collaborent avec les ADF, demain on les tue. Nous avons ces gens comme ça. J'ai des données de tous ces gens-là qui ont dénoncé, à qui on a tué leurs femmes. Il y a d'autres qui m'ont dit qu'on a tué toute ma famille, je suis resté seul parce que j'avais dénoncé. Alors nous avons proposé que le gouvernement, le chef de l'État qui me suit aujourd'hui, de mettre en place des numéros verts. La population doit commencer à dénoncer sans être identifiée. Parce qu'à chaque fois que la population doit dénoncer, il y a les représentants du chef de l'État au niveau de la commune, au niveau du quartier, au niveau de rue. Si on a dit que dans telle rue, il y a quelqu'un qui est suspect, qui collabore avec les ADF ou qui est venu déposer une bombe,
On peut directement les retracer. Parce qu'il y a le chef de riz, il y a un chef de quartier, il y a un administrateur, il y a un bourgmestre. Ça ne demande pas que les troupes se déplacent d'abord pour arrêter un individu qui marche avec la bombe dans son sac. Alors, ils ont peur de dénoncer, même s'ils voient ces gens-là, ils ont peur de dénoncer parce que la dénonciation physique a amené beaucoup de morts à l'est du pays. Nous avons proposé, dans notre projet, la dénonciation anonyme. On met un numéro vert. Et dans ce numéro vert, la population n'a pas besoin de crédit pour appeler. Il appelle le numéro et directement géré par l'administrateur militaire qui représente le chef de l'État. Et lui, il donne les instructions à ses bourgmestres, à ses chefs de quartier, à ses chefs de riz, à ses chefs de village pour aller identifier là où la population a dénoncé, dans la zone pour laquelle la population a dénoncé. Vous verrez vous-même que, paix soit-il, c'est une proposition que nous avons proposée et c'est noble. Je vous remercie. Très bien, et ça c'est une bonne question. Vous savez que notre administration, elle est bien tracée. Les territoires, ils ont les administrateurs du territoire, il y a les chefs de secteur, il y a les chefs de chefferie, vous allez même dans des entités, dans la province de Nord Kivu, il y a des bourgmestres, dans des communes, il y a aussi les communes où il y a des chefs de quartier, même dans les villes, la ville de Beni, la ville de Butembo, il y a des quartiers, des communes urbaines. Tout ça, il y a des responsables bien connus par notre administration. La politique que la société civile peut proposer aux administrateurs du territoire, c'est de mettre en considération les chefs là, des entités, même les chefs de 10 maisons. Parce que ce qui se passe à l'Est, surtout dans la province de Nord Kivu, les chefs des 10 maisons, les chefs de riz là, les chefs de cellules semblent être ignorés. Alors ce sont eux qui devront jouer la politique, même la protection, la sécurisation de leurs entités. Quand les chefs des cellules collaborent bien avec le chef des riz, avec les chefs des 10 maisons, et tous collaborent avec les chefs des quartiers, ils restaurent un système de communication permanent. Ça va nous aider à avoir des informations et à dénicher et à protéger nos sols. Et vous verrez, un chef de cellule qui n'est pas rémunéré, il mange difficilement, il n'est pas considéré, il est toujours oublié. Donc après, lorsque l'ennemi vient avec 2000 $, lorsque l'ennemi vient peut-être avec 2000 $, alors que le chef là n'est pas payé, ses enfants sont en train d'être refoulés à l'école. Il vit difficilement. Il est chanceux aussi dans son champ comme toute la population. C'est là où il s'est ravitaillé. Pour dire, le gouvernement devrait restaurer un système, un programme spécial pour les deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri, qui mettra en considération les chefs de village, les chefs des entités, même les 10 maisons. Tracer même un système de communication qui ne serait pas contrôlé par tout le monde, où ces gens peuvent dénoncer. Il a parlé de dénonciation anonyme, où ces gens pourront envoyer des informations à leurs responsables chaque matin, chaque midi et chaque soir. Parce qu'il arrive où même un chef de 10 maisons peut faire un mois ou 2 semaines sans voir son chef de cellule. Alors ça c'est quoi? Il y aura des informations qui vont passer sans être reconnues. Pour dire, il faut instaurer un système, c'est une proposition que je donne à notre gouvernement, un système qui va amener une communication permanente entre les chefs de 10 maisons, les chefs de riz, les chefs de cellules, les chefs de quartier, les bourgmestres, les chefs de secteur, jusqu'à l'administrateur, de l'administrateur jusqu'au gouverneur. Et cela va restaurer la confiance. C'est ça que vous confirmez qu'avec la politique lancée par les chefs de l'État et le gouvernement, sur la gestion à la base, ce qui va booster l'économie congolaise et le développement direct. Ce système ne peut réussir qu'avec ce que vous venez de dire. Vous confirmez? Bon, je confirme, oui, pour dire si nous prenons ce système. 145 territoires. Vous dites? Dans le 145, pour la réussite de ces 145 territoires, oui, avec le développement à la base, est-ce que cette politique que vous énoncez tout à l'heure, de respect de la petite territoriale, peut faire avancer le système de 145, oui, donc le système de développement à la base? Oui, je confirme, parce que pourquoi? J'ai dit ce qui bloque le développement à la base, c'est quoi? C'est la sécurité. Vous dites, quand on va installer ce système, et les gens vont commencer à collaborer, à dénoncer, on est chez Adoui Tupatiaman, l'État congolais va prendre ses responsabilités. La population dénonce et l'État va sécuriser les zones. Et quand il y a la sécurité, nous sommes en train de parler de développement, vous verrez que les territoires vont se développer. Et puis le peuple de l'Est, ce sont des initiateurs, ce sont des entrepreneurs. Vous êtes le collaborateur direct de ces
chefs des entités décentralisées et déconcentrées. Est-ce que vous pouvez aussi amener à ces chefs-là une proposition sur laquelle est-ce que nous pouvons connaître à partir de cartographie géographique et sociologique les nombres des nantis dans chaque village, parce que ce n'est pas difficile. Vous pouvez aussi amener cette politique à ces chefs de secteur qu'on commence déjà à identifier, parce que montrer l'ennemi, l'annoncer, lorsqu'on ne connaît pas l'ennemi, on ne sait pas bien l'annoncer. Vous pouvez amener cette politique aux chefs d'entité afin de faire des tri pour éviter le mélange dans des villages. Oui, on sait que tel village-là, celui-ci était venu en 1920. Celui-là, c'était nanti. Il a ses ancêtres ici. Cette politique, il vous est difficile, la société civile, de collaborer avec les entités décentralisées. Je vais répondre et dire, peut-être le Kodo va aussi compléter, que d'abord, je vous confirme que cela a été fait dans la commune de Oicha, où le bourgmestre lui-même a initié l'identification de toute la population de sa commune. Cela a été appuyé par l'administrateur militaire Charles Omeonga, lui qui a aussi accompagné cette activité. C'est ce qui nous amène à rester là-bas, pour dire la population, les chefs des 10 maisons, ils ont leur système local de communication qui n'est pas appuyé, je le répète, parce que les jeunes au niveau du territoire de Beni, ils se sont aussi ligués, ils ont leur système d'alerte qui n'est pas appuyé jusque-là, et d'où les alertes proviennent et qui sont envoyées aux responsables, mais qui ne prennent pas compte. Ça, je vais vous dire, je dis ça clairement. Pour dire, le système que vous voulez que nous proposions aux chefs des entités, cela est fait. Mais je vous assure, si vous demandez à un chef de secteur d'identifier sa population, il faut les moyens. Il ne peut pas le faire sans argent. Pour dire, les deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri, ce sont des provinces qui devront être prises en considération, dotées de moyens. Et enlever ces gens-là qui sont en train de détourner les moyens qui sont mis à disposition de la sécurité. Je vais conclure pour dire que la jeunesse de Beni, du Nord Kivu, c'est une jeunesse oubliée. Je dis ça pourquoi je suis jeune. Et il a dit nous sommes des patriotes, nous devons dire ça à la chaîne. Il y a des programmes qui sont toujours décidés au niveau national, ici à Kinshasa. Mais souvent, ceux qui en profitent, ce sont les fils, ce sont les mêmes personnes. Et ce pays est en train d'installer un système où ce sont les meilleurs orateurs qui sont décorés que les meilleurs réalisateurs. Et vous verrez que cette jeunesse, quand elle se sent oubliée, elle s'associe à des mouvements insurrectionnels. Parce qu'il y a des programmes qui sont initiés, mais cette jeunesse n'est pas en train de profiter à ces programmes. Je vous en assure, je demande à ce que le gouvernement puisse aussi se rappeler des jeunes de Beni, des jeunes de Oicha. Quand il y a des planifications, quand il y a des programmes, qu'on se rappelle de cette zone. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons sacrifier cette jeunesse. Et demain là, nous aurons des enfants délinquants, des enfants qui ne coûtent pas, qui ne vont pas contribuer au développement de notre pays. Je suggère au chef de l'État de prendre ses responsabilités, de contrôler ses ministres. Est-ce qu'ils sont en train de penser aux enfants de Beni? Parce que je vous assure, si on amène le ministre de l'Industrie qui est en train de dire qu'il va industrialiser le Congo, si on nous donnait 3-4 industries au niveau de Beni, Butembo, Lubero, dont des industries qui vont occuper 2000, 3000 jeunes. Vous demandez qu'il y ait des structures. Oui. Formulées et puis montées pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Pour la jeunesse. On ne sait pas calculer l'âge, mais cette jeunesse sera élective et l'élite qui doit comprendre comment gérer un projet où la société civile a toujours aussi la possibilité de monter les projets. Ouais. Vous voulez seulement parler au chef de l'État verbalement. Mais combien déjà de projets avez-vous déjà amenés auprès des autorités qui gèrent ce secteur, tel ou tel secteur, pour qu'on puisse... Ok, heureusement vous parlez devant moi qui est du domaine du développement et quelqu'un qui manipule le projet. Nous écrivons chaque jour des programmes. Est-ce que vous savez que parvenir à atteindre nos autorités qui sont ici à Kinshasa, il faut vraiment prier Dieu au moins combien de fois? Mais je suis ici à Kinshasa, je suis en train de négocier, voir les responsables. Vous savez combien de fois je suis en train d'essayer pour voir un responsable du pays
Moi, je transporte un document, je transporte la politique de la jeunesse du territoire. Mais si réellement, ce n'est pas les dieux qui nous aident à atteindre ces autorités, on ne peut pas les atteindre. Ils sont je ne sais pas comment. C'est ça le problème. Nous avons des projets. Moi, j'ai écrit au ministère de l'Industrie. J'ai demandé un programme. Ils m'ont répondu. Mais depuis 2020, c'est quand j'ai eu la lettre du ministère, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Et vous voulez quoi? Nous écrivons au responsable, au ministre de la Jeunesse, nous écrivons au ministre de l'Agriculture. La politique de ces pays-ci, de la RDC, doit être révisée parce qu'on ne sera pas là, je le répète, en train de décorer les orateurs et laisser les gens qui sont en train de travailler pour l'intérêt du développement. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Non, ce que je peux dire ici, je dis d'abord merci à notre frère, à qui, quand nous avons conclu le projet au Nechadou Itupa Tamani, dans sa commune, il y a eu l'explosion d'une bombe artisanale. Ouais. Et l'explosion a eu lieu à quelques mètres d'une salle qu'on avait réuni plus de 1000 personnes pour sensibiliser sur la dénonciation, afin que nous ayons la paix durable. Alors, je dis merci parce qu'ils ont parcouru plusieurs kilomètres pour répondre à notre invitation. Et maintenant, nous sommes devant vous. Et nous demandons aux autorités de nous accompagner dans ces projets. Car ce que nous avons fait, c'est ce qui est noble. On dit que l'amour la plus noble est de celui qui peut donner sa vie pour sauver la vie des autres. Quitter ici, aller dans les triangles de la mort, sensibiliser et demander à ces gens-là de dénoncer même les gens qui nous entourent, qui sont des ennemis. Même qui nous sécurisent, qui sont des ennemis. C'était un grand risque que nous avons parcouru, mais nous l'avons fait parce que nous sommes des patriotes. Et nous demandons aussi au chef de l'État et les autres qui ont nos lettres que nous avons transmises pour le projet, de nous appuyer afin que le projet continue son bon chemin jusqu'à Nitouri et qu'eux aussi qui sont les bénéficiaires de ces projets pérennisent ces projets dans chaque entité pour que la dénonciation soit vraiment ce que je peux appeler à la bouche même de chaque personne habitant Sekwenda. Donc c'est ce que je peux dire. Et je dis aussi merci aux membres de la majorité populaire acquise au président de la République, qui sont le président des associations, des ONG, des fondations qui sont représentées ici. Je le dis aussi merci, car celui qui est là, il est dans la santé, il est médecin. Nous avons un programme aussi pour aider les chefs de l'État, qui est un programme santé pour tous. En fait, nous voulons aller là où nos frères et sœurs, qui n'ont pas l'argent de s'opérer, de passer aux interventions chirurgicales. Alors nous pouvons le faire à la moitié, un tiers du prix demandé sur place. Jusque-là, c'est pour aider les projets du chef de l'État, aider notre peuple. C'est un peu ça. Vous voulez aider la population du chef de l'État, effectivement. Le projet du chef de l'État. D'aider la population. Effectivement. Je l'ai dit autrement, le projet initié par le chef de l'État de santé universelle. Et nous l'avons adapté de notre façon, parce qu'en parcourant l'intérieur du pays, vous verrez que pour faire l'opération peut-être de l'appendicite, quelqu'un manque 100 000 francs. 100 000 francs. Vous pouvez même donner 6 mois, il n'en trouvera pas. Mais si nous pouvons demander 10 000, 20 000 pour qu'on le fasse, je pense que c'est ça aussi, aider le programme du chef de l'État. Et nous sommes bités à des moyens qui ne nous permettent pas de sillonner. Merci beaucoup. Je remercie aussi c'était le cordon qui nous a fait aussi la chance de venir nous exprimer à vos antennes. Je remercie aussi vous tous avec qui nous avons échangé à ce qui concerne notre territoire. Je pense que cette voie que nous venons de lancer va atteindre tout le monde et le preneur de décisions. Merci Cordon pour ce que vous avez fait pour nous. De Beni Oicha jusqu'ici pour venir nous exprimer à ce qui se passe dans notre zone. Merci beaucoup.